Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, le Grand Orient de France. Une émission préparée et présentée par Daniel Morfois. Bonjour, Daniel Morfois en votre compagnie pour le Grand Orient de France. J'ai le plaisir de recevoir ce matin Christophe Abbas, médecin, neuroradiologue et passé grand maître du Grand Orient de France. Bonjour Christophe Abbas. Bonjour Daniel. Notre entretien de ce matin vient illustrer une réflexion conduite par le Grand Orient de France et ses membres autour du thème de croyance et savoir. Nous avons déjà eu l'occasion de l'aborder avec Jean-Didier Vincent en fin d'année dernière, mais c'est sous un tout autre angle que nous allons l'aborder puisqu'il sera question d'économie ce matin. Indubitablement, l'économie aspire au rang de science, elle n'en génère pas moins diverses croyances. Alors, je vais commencer par une question peut-être provocatrice, la question générale. Qu'est-ce que l'économie néolibérale fait aux hommes, Christophe Abbas ? Eh bien, l'on pourrait répondre lapidairement qu'elle préfère au gouvernement des hommes l'administration des choses et qu'elle ravale la puissance à l'intendance. Eh bien voilà qui pourrait clore l'émission, mais on va peut-être creuser un petit peu. Et quelle définition rapide donneriez-vous du néolibéralisme ? Eh bien, l'on pourrait extraire un certain nombre de particularités de cette phase néolibérale ou ultralibérale ou ordolibérale du capitalisme. On pourrait dire peut-être qu'il s'agit de l'appropriation privée des moyens de production, visant la plus-value, donc de générer toujours des bénéfices avec une valorisation du capital, associée à une organisation de plus en plus rationnelle du travail et organisée autour d'un marché supposé libre, non faussé et concurrentiel, comme l'on dirait aujourd'hui, en excluant soit l'intervention de l'État dans les formes ultralibérales, soit utilisant l'État dans les formes néolibérales ou ordolibérales pour réguler et encadrer ce marché. Et au profit des principaux bénéficiaires du marché. La régulation n'est pas au profit des plus faibles, c'est pas la loi qui profite aux plus faibles. C'est pour reprendre la formule du général de Gaulle, le renard libre dans le poulailler libre, en quelque sorte. Oui, mais un poulailler qui s'auto-organise. Au fond, c'est l'idée que le marché est animé par des ordres spontanés, comme dirait l'économiste von Hayek, c'est-à-dire par des lois d'auto-organisation qui finalement profitent évidemment à certaines classes privilégiées, mais in fine, dans l'esprit de ce néolibéralisme, à toute la population. Qui ruisselle, dirons-nous. Alors c'est une réalité récente, même si l'économie néolibérale veut se présenter comme un mouvement inéluctable à la fois de la nature et de la marche de l'histoire humaine. Comment en est-elle parvenue à prétendre à ce statut ? Eh bien, le néolibéralisme et cette version moderne du capitalisme s'est implantée en 3 siècles à travers un double mouvement, un mouvement à la fois de théorisation et une pratique qui va s'instaurer dans le sillage de la société marchande, du capitalisme financier qui naît dès le Moyen-Âge, auquel suivra le capitalisme manufacturier, puis évidemment la révolution industrielle qui conduit à ce capitalisme d'abord patrimonial, comme dit André Orléans, puis ce capitalisme financier et cognitif dans lequel on se trouve aujourd'hui. Mais il faut comprendre que c'est l'Europe du XVIIe, du XVIIIe, la fragmentation des États, qui fait qu'il existe un état de guerre permanent entre ces États sans qu'il y ait hégémonie d'un État sur un autre. Et qui va amener une modernisation de l'État pour prélever l'impôt, pour organiser l'armée, pour promouvoir l'innovation technologique, y compris pour l'armée,
et qui, dans l'état de guerre de cette Europe, et notamment des guerres de religion, va se poser une question pour les philosophes et les moralistes, c'est de se dire si ni la religion ni l'État séculier n'arrivent à pacifier la société au nom d'une définition commune du bien, eh bien, dans ce cas-là, il faut instaurer le bien-être dans la société, et l'instrument de ce bien-être, ce sera le doux commerce de Montesquieu, ce qu'on appellerait aujourd'hui le marché. Et cela va se produire avec un retournement de la morale, où l'on va promouvoir ce qu'on pourrait appeler les passions tristes, c'est-à-dire l'égoïsme, l'avidité, la cupidité, la concurrence, le désir de réussite, l'amour-propre et non plus l'amour de soi. Et donc ceux qui étaient combattus par la religion et les moralistes deviennent, et c'est Mandeville par exemple, ou c'est Adam Smith. La fable sur les abeilles, merveilleuse. C'est la fable sur les abeilles, c'est-à-dire que chacun concourt à son propre bien-être de manière égoïste, à ses propres intérêts, et sans le savoir, eh bien il contribue par vertu collective au bien-être de la société. Et donc c'est ce renversement fulgurant d'un point de vue moral et philosophique qui fait que la société désormais se fonde sur l'intérêt bien compris des individus. Et il reste au marché à harmoniser cette concurrence des intérêts. On pourrait dire en quelque sorte que je consomme ce que je ne produis pas, je produis ce que je ne consomme pas, mais dans l'échange, eh bien, je m'associe à autrui, je rentre en relation à autrui, et il reste au marché à permettre l'harmonisation sociale et la pacification sociale de cette multitude des rencontres des intérêts concurrentiels. Mais vous semblez faire une continuité entre le libéralisme, qui était cher, y compris aux maçons du XIXe siècle, le libéralisme politique à la Constant, et le néolibéralisme. Il y a une rupture tout de même, ou pas tant que ça? Pas tant que ça. Au fond, le néolibéralisme, en tout cas le libéralisme économique, est une réponse concrète à cette question à la fois de la prospérité des nations, même si, au fond, le capitalisme crée de la rareté, c'est là vraiment tout son moteur, et, au fond, la démocratisation de ces nations. Le néolibéralisme va de pair avec l'accroissement de la liberté individuelle. Et cette liberté, en particulier, de consommer. Alors, vos deux dernières réponses font apparaître qu'il y a une conception de l'homme qui se dessine derrière cette pensée, Christophe Abbas. Oui. L'idée, alors dans cette économie qui aujourd'hui devient un fait total social, dans cette économie quasiment impérialiste, qui va ravaler la politique au rang de servant, au fond, la politique va abdiquer devant l'économique. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de politique, on ne parle plus que d'économie, et généralement d'une économie ultra-néo ou ordolibérale. Eh bien, il y a l'idée que cette paix sociale passe par le repliement de l'individu sur la satisfaction optimale de ses intérêts privés. Et donc, au fond, l'individu n'existe plus qu'à travers cet égoïsme, qu'à travers cette concurrence, cette compétition effrénée, au point que certains disent aujourd'hui qu'il faut que l'individu se comporte comme s'il était sa propre entreprise, c'est la vision auto-entrepreneuriale de l'intimité privée. Et vous voyez ce que cela a de quasiment carcéral. Oui, d'étonnant, dans le vocabulaire, on découvre qu'on a un capital santé, docteur, qu'on a un capital soleil, et que sais-je encore, qu'il nous appartient de gérer en bon capitaliste. Exactement, donc c'est l'intériorisation de cette morale. Et donc, qui se fonde sur le repliement sur soi, et corrélativement sur l'indifférence à autrui. Et c'est là le paradoxe du capitalisme. Le capitalisme est dans sa phase néolibérale, c'est à la fois transformer les individus en espèces de machines désirantes, d'automates qui calculent les coûts et bénéfices de la satisfaction de leurs intérêts privés, et cela ne peut se faire
dans un marché qui cherche toujours à s'étendre, puisqu'il faut trouver de nouveaux marchés et toujours valoriser plus le capital, eh bien cela ne peut pas se réaliser dans le cadre de la satisfaction des besoins, toujours limité, mais dans la quête effrénée du désir. Et au fond, ce que réalise l'économie, c'est de désencastrer le désir humain pour l'introduire dans une quête infinie de satisfaction toujours décevante. Et c'est ce qui fait que cette économie néolibérale, d'abord, s'est substituée à la religion dans le cadre de la gestion du désir humain, et aujourd'hui se substitue à l'État et à la politique dans l'orientation de la société. Et donc le paradoxe, c'est à la fois le repliement sur soi de l'individu, et en même temps, pour permettre cette quête effrénée, cet émoustillement illimité du désir, qui n'est jamais extinguible, qui ne se satisfait jamais de cet objet, c'est de mettre l'individu en concurrence, et ce sont toutes les stratégies de mode, de crédit, de concurrence, mais aujourd'hui dans des libertés virtuelles. Voilà. Donc les libertés virtuelles, c'est-à-dire maintenant sur le net, où vous n'avez plus besoin d'être en vis-à-vis dans une relation de vis-à-vis avec autrui, vous virtualisez le lien social. Et donc, vous voyez que, au fond, si je devais résumer, cette économie néolibérale s'associe à un hyper-individualisme, car il s'agit d'éviter à la fois la concurrence réelle avec l'individu, qui est une source de sédition sociale, et en même temps, elle a besoin de cette concurrence pour permettre au désir de s'investir sur de nouveaux objets, car la valeur d'un objet, ce n'est pas sa valeur intrinsèque, c'est le fait qu'il est désiré par autrui, c'est toute cette spécularité du désir, ce mimétisme décrit par René Girard. Et par Spinoza, ce n'est pas parce qu'une chose est bonne que nous la désirons, mais c'est parce que nous la désirons que nous la jugeons telle, oui. Mais c'est parce que autrui la désire. Et parce qu'autrui la désire, eh bien, il nous signifie la valeur de la chose. Et donc, il y a comme un mensonge romantique qui traverse, au fond, cette vision très individualiste de l'économie contemporaine, dans sa vision de l'être humain, c'est qu'au fond, nous sommes des êtres de relation, et que cet hyper-individualisme est au fond un leurre. De votre propos, on voit bien que la dimension scientifique de l'économie, en somme, tient peu de place. On est face à une science récente qui veut apparaître en se mathématisant comme une science dure, mais on est bien dans quelque chose qui est de l'ordre de la croyance, d'une idéologie, et je n'y mets pas de connotation nécessairement négative, au sens premier de ce qu'est une idéologie. Donc l'économie néolibérale, c'est pas les lois inéluctables de la nature du marché et que sais-je encore, mais c'est bien une certaine conception de l'homme et de la société. Absolument. Ce capitalisme néolibéral s'est mis en place en 3 siècles, donc ce n'est pas une fatalité, c'est un choix de société, de réponse à ce désir de pacification sociale par la pratique économique, et l'économie devient la justification de cette pratique. Et donc, vous voyez, c'est un cercle vertueux ou vicieux, c'est selon, où l'économie n'est pas la description objective d'une réalité, mais devient une pensée prescriptive et normative d'une réalité que l'on veut adapter aux lois de l'économie pour rendre possible, au fond, les bienfaits supposés de cette économie néolibérale. Et d'une certaine manière, l'enjeu, et c'est un enjeu d'ailleurs que l'on a retrouvé récemment dans des affrontements entre les orthodoxes et les hétérodoxes, c'est que l'économie ne peut pas prétendre un statut de science exacte malgré la formalisation, la mathématisation. Elle est au fond transversale à des domaines qui sont l'anthropologie, la sociologie, l'histoire, et ce que, malgré tout, l'économie peut apporter dans le décryptage d'un certain nombre de mécanismes. Au fond, cette conception du néolibéralisme ne conduit-elle pas
à toutes ces théories, à tous ces rêves, et je pense aux plus échevelés, autour du transhumanisme dont nous avions déjà eu l'occasion de parler ensemble. Oui, l'on pourrait considérer, notamment dans sa forme libérale et libertarienne du transhumanisme, qu'il s'agit là d'une hyperbole de la société néolibérale avec un accroissement des marchés au niveau du vivant, du corps et de la pensée, et en même temps de poursuivre ce désir fou et illusoire de l'autosuffisance de l'individu, donc véritablement reclus dans la toute-puissance que lui permettraient les technosciences, dans la sphère de ses intérêts privés, indifférents au sort d'autrui. Et ce que l'on peut aussi rajouter dans le transhumanisme, c'est que, et au fond dans le libéralisme, c'est qu'au fond, cette pensée néolibérale, qui se fonde, on l'a dit, sur une dépolitisation de la société, sur le retournement où l'on ne veut plus d'individus politiques, mais l'on veut une société d'experts, qui simplement met de l'huile dans le rouage du marché, eh bien que cette économie est devenue la religion des temps contemporains. Et l'on pourrait se demander s'il n'est pas nécessaire d'avoir une pensée radicale et de laïcisation de ce que Jean-Pierre Dupuy appelle l'écono-mystification des consciences et de la société. Christophe Abbas, merci de cet entretien que vous pourrez réécouter aussi bien sur le site de France Culture que sur le site du Grand Orient de France, où vous trouverez plein d'informations sur les différents événements profanes, publics, qui sont organisés par le Grand Orient de France dans les mois à venir. Il me reste à souhaiter vous retrouver le mois prochain pour une émission le 4 mars et à remercier Pascal Bénard à la mise en onde et Dany Journeau, notre réalisatrice. Bon dimanche, bon mois de février et au plaisir de vous retrouver.